Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-où où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que tout simplement, nous avons pris la précaution de ne jamais rien condamner sans jugement préalable. Merci à vous de votre fidélité et bienvenue à cette troisième convocation de la semaine. Nous vous partageons cette pensée du philosophe Platon qui dit ceci: le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paie pas la peine de sa faute. Bonne méditation en cette journée du 11 novembre 2020. Vous êtes au tribunal sur Free TV, également sur Watt FM. Je suis Lukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité. Deux juges au siège. Geoffroy Vaha est à ma droite, Bernard Bougma est à ma gauche. Bonjour à tous les deux. Bonjour président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux et merci à l'équipe de réalisation de cette émission du tribunal de l'actualité. Ce matin, deux sujets feront donc de jugement à cette émission du jour. D'abord, ce débat sur la question du troisième mandat en Afrique. La CEDEAO félicite enfin Ouattara et Condé après les résultats définitifs. C'est à travers en tout cas la commission de la CEDEAO qui a publié hier mardi 10 novembre 2020 deux différents communiqués sur les résultats définitifs des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Elle félicite donc Alassane Ouattara et Alpha Condé pour leur réélection. On va y porter un jugement dès la première partie de cette émission. Et puis on parla aussi d'une autre tension sur le continent. L'Union africaine a appelé à un cessez-le-feu dans la région du Tigré, c'est au nord de l'Éthiopie, où les troupes fédérales sont engagées dans une offensive contre le gouvernement local qu'elles accusent d'avoir attaqué une base militaire la semaine dernière. On va aussi se prononcer sur ce conflit politique qui tourne donc à la guerre civile. Voici les deux sujets qui ont retenu notre attention. Juste après la virgule, vous allez entendre les avant-propos des juges au siège. Merci encore une fois de votre fidélité. Je me retourne vers Bernard Bougma, qui a un gros journal, donc certainement un gros avant-propos, on va dire. Qu'est-ce que vous avez à me partager ce matin? C'est un avant-propos politique que j'ai piqué, j'ai extrait du dernier courrier confidentiel, donc qui traite de la subvention. Donc, qui révèle que les candidats sont enfin passés à la caisse parce que la campagne a démarré. Il y en a qui attendent ça pour boucler le budget, parce qu'il y en a aussi qui ont conçu leur budget, leur programme en comptant aussi sur la subvention du gouvernement pour pouvoir boucler la boucle, parce que c'est vraiment pas évident. Donc d'autres avaient commencé à dire que c'est de la mauvaise foi, il y a des grincements dedans, alors qu'il y avait aussi des procédures à faire, et puis la liste définitive, compte tenu du contentieux qui avait été ouvert, la liste définitive n'avait pas été transmise, donc c'était difficile aussi d'enclencher effectivement les procédures de paix. Donc finalement c'est chose faite, donc les partis sont passés à la caisse, pour ne pas dire les candidats sont passés effectivement à la caisse pour pouvoir continuer la campagne. Mais ce qui est également intéressant, c'est la subvention qui a été accordée en 2015. Donc les partis politiques bénéficiaires, parce qu'ils doivent justifier, déposer le rapport et justifier devant la Cour des comptes. Et là, il y a des partis qui ne sont pas à jour et qui ont été exclus effectivement de cette subvention. Parmi ces partis, il y a le CDP, l'ancien parti au pouvoir de Edi Kombuego, le NTD de la majorité présidentielle de Vincent Dabilgou, le PDC de Saran Sirme, actuel médiateur du Faso, qui a effectivement quitté son poste pour être médiateur du Faso. Il y a l'Agir de Adama Kanazwe, qui a aussi été candidat à la présidentielle en 2015. Et c'est plus 46 autres partis politiques que je ne pourrais pas tous citer, dont Burkina Iroua, du professeur Etienne Traoré et bien d'autres partis politiques. Mais il y a aussi un autre détail important que le journal a révélé, c'est qu'il y a des candidats à la présidentielle en 2015 qui n'avaient pas aussi justifié. Parce qu'il y a des partis qui n'ont pas été candidats à la présidentielle, mais qui ont été candidats à la députation, donc aux législatives. Donc parmi les partis que je citais, le NTD n'avait pas de candidat à la présidentielle officiellement, c'était Roch Marc Christian Kaboré, mais pas un candidat, pas le président du parti.
Burkina Faso, c'était pareil. Mais il y a des candidats qui étaient effectivement à la présidentielle, comme Saran Sireme, Adama Kanazo. Là, ils sont 5 qui n'ont pas justifié, qui sont également privés. Donc, il y a Saran Sireme, M. Issa Kazampaligré, donc Maître Zampaligré, l'avocat qui était candidat en 2015. Il y a aussi Adama Kanazo de l'Agir, Ouedraogo Boukaredi Tintin, et puis Salvador, donc Maurice Denis Salvador Toussaint Yamewo, qui était aussi candidat en 2015, qui n'ont pas aussi justifié. Et donc, la Cour des comptes exclut ces personnes-là. Et éventuellement, si elles vont être candidats à une présidentielle, ne devraient pas bénéficier de la subvention. Donc, je dis c'est déjà bien qu'il y ait cette rigueur dans la sélection, qu'on dise aux Burkinabés, des gens qui veulent vous gouverner, qui promettent la bonne gouvernance, ne justifient même pas le sou qu'on leur donne pour battre campagne et viennent auprès de vous pour solliciter maille et parlent de bonne gouvernance, parlent d'une autre façon de faire la politique. Et donc, il y a un intérêt manifeste également, effectivement, de le savoir. Et ça, c'est très bien que le ministère en charge de l'hyperté publique, surtout au niveau des partis politiques, donc à travers la DGLPAP, puisse mettre la liste à jour avec naturellement l'appui de la Cour des comptes, parce que c'est la Cour des comptes qui transmet effectivement pour traiter. Donc j'ai dit, c'est digne d'intérêt, c'est de savoir aussi nos politiques qui nous permettent la bonne gouvernance au niveau des partis politiques aussi, c'est pas évident. Parce que 46 partis politiques, c'est beaucoup. 46 partis politiques, et non, j'ai cité 4 plus 46, c'est beaucoup quand même. Et des gens qui en 2015, on avait 14 candidats. Sur les 14 candidats, il y a 5 qui n'ont pas effectivement justifié, c'est également beaucoup. Et donc c'est symptomatique aussi de notre société et de nos candidats. Vivement aussi que les partis politiques puissent effectivement nous incarner une bonne façon de faire. C'était ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Évidemment, vous êtes le chef de desk politique de Watt FM et True TV. C'est une actualité qui ne pouvait pas passer sous silence en ce qui vous concerne. Merci pour nous avoir partagé en tout cas cette analyse de cette actualité-là. Geoffroy Var, ce matin, qu'avez-vous à nous partager? Moi, je vais aller au Nigeria avec un sujet qu'on a déjà abordé, mais il y a déjà un peu longtemps sur ce plateau, la question de la fermeture des frontières avec plusieurs pays de notre espace commun, parce qu'il y avait une volonté de protéger une économie, donc celle nigériane, du fait de certains voisins indélicats qui faisaient entrer plusieurs marchandises et qui n'arrangeaient pas forcément les producteurs et l'offre locale nigériane. On se disait que c'était un géant et que forcément le géant allait tenir pendant longtemps dans ce bras de fer, et il y a plus d'1 an on est dans cette réalité-là, mais depuis le mois de juillet il y a que le pouvoir central, donc Buhari, qui accepte de donner des gens de passe à des entreprises nigérianes pour qu'elles puissent aller commercer, donc exporter leurs produits et traverser donc la frontière et inonder les marchés des pays voisins. Ça veut dire que même quand on est fort, on a toujours besoin de plus petit que soi. Et c'est Dangote Cement qui, il n'y a pas longtemps, informait ses investisseurs qu'il avait obtenu du pouvoir central, du pouvoir fédéral nigérian, de pouvoir passer la frontière et donc livrer ses produits aux voisins. Et quand vous regardez depuis que cela est permis, parce que quand vous regardez 2019, les chiffres ont été partagés, 2020 pour la même période, on est dans une progression de plus de 20% pour ce qui est de leur compte d'exploitation au niveau africain, donc avec les pays voisins et un peu plus loin. Ça veut dire qu'il y a un impact fort. Mais le Nigeria aujourd'hui est obligé. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid qui est terminé et tout, vous savez que le Nigeria c'est le Naira. Le Naira a, comme beaucoup d'autres monnaies sur le continent, cette volatilité-là du fait des économies qui sont incertaines avec le passage de la maladie à coronavirus. Donc vous avez besoin de devises. Et l'une des devises vous avez besoin de devises en tout cas. Maintenant, vous regardez à côté, il y a des pays comme les nôtres qui ont le franc CFA. Et quand vous commercez avec eux, il y a d'abord la question de volatilité qui n'est pas la même. Et puis, il y a la question de transférabilité qui est un peu libre. Et donc, qui vous permet, à travers le franc CFA, d'avoir de l'euro. C'est-à-dire qu'on faisait le débat sur la question des monnaies. Et on se rend compte que quand il y a problème, même pour le Nigeria, c'est pas mauvais de commercer, avoir un peu de franc CFA et pas ricocher.
de l'euro. Parce qu'à un moment donné, on en a besoin. Donc, on est un géant qui, à un moment donné, pensait qu'il était vraiment assez fort. Et c'est normal aussi. Il est vraiment fort et il a besoin, avec les politiques qu'il mène en interne, les politiques domestiques, pour pouvoir booster son économie, notamment avec les moyens qui sont les siens et les producteurs qu'ils ont en interne. Mais ça doit se faire et composer avec ceux qui sont peut-être moins forts, mais qui constituent quelquefois aussi le marché vers lequel vous allez aller pour écouler vos produits. Et c'est cette réalité-là à laquelle fait face le Nigeria. Et pour moi, c'est aussi un enseignement qu'on pourrait tirer de cela. Comme quoi, ces deux mains qui se lavent, peut-être que l'une est un peu plus sale, l'autre est un peu plus propre, mais on finit ensemble par être tous propres. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et sur la question de la monnaie, il va falloir que les uns et les autres fassent des efforts. Et puis sur la question du libre-échange, ça ne va pas se faire à sens unique. On a tous besoin l'un de l'autre. Et même quand on est fort, à un moment donné, vous avez fini le produit, vous êtes obligé de trouver les moyens d'écouler. Et c'est la réalité du Nigeria aujourd'hui. D'accord, merci à vous pour ce regard, cette lecture donc de cette situation économique. Vous êtes également notre spécialiste des questions économiques sur Watt FM et True TV. Et merci à tous les deux pour cette première partie, les avant-propos, et merci à l'équipe de réalisation qui permet toujours à nos téléspectateurs et auditeurs de nous suivre de façon optimale. Alors on va parler donc de la situation, de la consultation, sinon de la crise post-électorale dans ces pays en Afrique. En Côte d'Ivoire et en Guinée, vous le savez, la commission de la CEDEAO a pris connaissance et note donc des résultats définitifs des scrutins présidentiels d'octobre 2020, et la commission a fait savoir dans deux différents communiqués publiés hier mardi 10 novembre 2020 donc à l'Ivoirien Alassane Ouattara. La commission adresse ses chaleureuses félicitations en même temps que ses vœux sincères de succès dans la conduite de la mission que lui a confiée le peuple ivoirien. Félicitations au Guinéen Alpha Condé. La commission de la CEDEAO adresse ses chaleureuses félicitations et lui présente ses vœux de réussite dans sa mission pour le bénéfice des Guinéens et de la République de Guinée. Alors, il faut aussi préciser qu'en Guinée, la Cour constitutionnelle a publié le samedi 7 novembre les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, et qui donne donc vainqueur le président sortant Alpha Condé avec un score de 59,50% des suffrages exprimés. Et en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a publié lundi dernier, lundi 9 novembre donc, les résultats de la présidentielle du 31 octobre 2020 avec un score de 94,27 de surface exprimée, recueilli donc par Alassane Ouattara selon les chiffres de la commission électorale indépendante CEI. Alors, et aussi confirmé, il faut le préciser, par les juges constitutionnels. Quel est le regard qu'on peut y porter après donc cette sortie de la CEDEAO qui félicite les deux présidents élus? Ben Abougma, il y a déjà certains médias, on ne sait pas s'ils sont véritablement teintés, qui parlent, on va dire, d'une volonté d'humilier d'abord le président Alpha Condé, parce que la CEDEAO semblerait ignorer dans un premier temps sa réélection, attendant donc celle de Ouattara avant donc de publier un communiqué de rattrapage. Est-ce que c'est votre regard? Est-ce qu'il y a véritablement cette volonté donc d'ignorer cette élection de Condé? Bon, tout en reconnaissant la liberté des uns et des autres de pouvoir regarder autrement ou analyser autrement ces faits de la CEDEAO, je pense aussi que, de mon point de vue, c'est la CEDEAO certainement qui a mis tout dans un même agenda, et donc pour pouvoir faire un seul communiqué pour les deux. Donc attendant naturellement l'issue comme on appelle ça, l'issue finale, puisque effectivement il y avait un contentieux électoral en Guinée. Il y a un recours qui avait été déposé, mais en Côte d'Ivoire il n'y avait pas de contentieux électoral. En tout cas, le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y avait pas une attaque des résultats formulés par l'opposition. Comme l'opposition n'a pas reconnu les élections, elle s'est pourvue autrement en créant le CNT. Donc il n'y avait pas de contentieux qui était ouvert, dont il fallait traiter avant effectivement de pouvoir proclamer les résultats. C'est ce qui fait que la CEI en Côte d'Ivoire a validé le Conseil constitutionnel a validé tout ce que la CEI a donné comme résultat. Il n'a rien changé. En général, le Conseil constitutionnel ajuste. Ça peut changer légèrement ou augmenter légèrement, mais ici en Côte d'Ivoire, rien n'a été effectivement touché. C'est sûr que peut-être les grands juges n'ont pas voulu prendre trop de risques. En Guinée, je pense aussi que c'est pareil. Je ne crois pas que Dalein Diallo ait déposé également un recours. C'est vrai que lui, il a proclamé ses résultats à lui et attendait que le Conseil constitutionnel aille dans son sens. Là-bas, c'est la Cour constitutionnelle. Oui, là, c'est une cour. Voilà. Donc, ce n'est pas allé dans son sens et puis bon, là, ça a été proclamé. Donc,
C'était maintenant pourquoi la CEDEAO met les deux ensemble. Je pense que c'est un choix de la CEDEAO. Volonté d'humilier l'un ou l'autre. Déjà que quand Alassane a été élu, et même le Guinéen, déjà qu'il n'y avait pas eu de félicitations comme ça de leur père, ça avait commencé à faire jaser. Et quand Joe Biden a été élu, vous avez les présidents africains qui ont commencé à tweeter pour féliciter Macky Sall, Roch-Marc Christian Kaboré et bien d'autres sur le continent pour féliciter Biden pour son élection. Mais les deux, ces chefs d'État là n'avaient rien dit. Pour certains, c'était la preuve que ils ne voulaient pas reconnaître l'élection d'Alassane Ouattara. Bon, mais avec ce communiqué de la CEDEAO, on a l'impression que ils ont joué la carte de la prudence, attendant que l'instance suprême proclame, pour que chacun se cache derrière cette prétendue légalité, et puis dit, comme le Conseil constitutionnel a validé, nous aussi on rentre là-dedans, et puis passer à autre chose. Mais je ne pensais pas que... Est-ce que ce n'est pas une prudence qui se comprend finalement? C'est une prudence naturellement qui se comprend. Parce que la CEDEAO ne pouvait pas agir autrement. Rappelons que la même CEDEAO a dit aux Ivoiriens d'aller voter. Et a même mis en garde et a rappelé que empêcher les autres de voter, détruire le matériel électoral, ils sont punis par la loi. Lors d'une mission à Abidjan, la délégation a tenu à rappeler ça aux partis concernés. Et donc déjà, pour la CEDEAO, il faut aller aux élections et battre Alassane là-bas. C'est la conclusion que j'avais tirée. Donc si les résultats sortent et la CEDEAO patiente en attendant le Conseil constitutionnel pour valider, ce n'est pas l'effet, c'est pas être contraire à la démarche qui avait été entreprise. Mais la dernière phrase d'ailleurs, elle est lourde. Tout est dit là-dedans. Elle dit que par ailleurs la CEDEAO lance un appel à tous les Ivoiriens pour qu'ils placent par-dessus tout la paix et la cohésion sociale et cherchent à résoudre tous leurs différends par le dialogue et les votes et les voies de droit. Elle leur affirme sa ferme détermination à continuer d'accompagner la Côte d'Ivoire dans toutes les initiatives dédiées à la promotion de son développement harmonieux et à la consolidation de sa démocratie. Donc la CEDEAO parle de paix, de développement et de consolidation de la démocratie. Ça veut dire que si vous avez des griefs à formuler, vous connaissez le chemin. Il faut prendre le chemin de la justice et il faut laisser la rue. En d'autres termes, c'est validé. La CEDEAO donne son onction pour dire qu'Alassane était très bien élu et puis passer à autre chose. D'accord, on va prendre l'appréciation de Geoffroy Vaha. Est-ce que l'institution sous-régionale a fait du 2 poids 2 mesures pour une élection qui s'est déroulée le 18 octobre en Guinée, attendant le 31 octobre pour celle de la Côte d'Ivoire? On attend donc d'assimiler, sinon de cumuler les deux pour en féliciter d'une pierre deux coups. Est-ce que là, a-t-on fait dans la bonne manière? Bon, comme c'est la CEDEAO, elle qui félicite, je pense qu'elle a le droit d'utiliser ses propres, ses propres moyens d'expression. Et ça, au moins, il faut le lui concéder. Maintenant, moi, ça ne nous désole pas plus parce que c'est 2 troisième mandats. Donc, si on les met ensemble, c'est pas mauvais. C'est la réalité. C'est un Condé qui est passé un 3e mandat au forcing. C'est Alassane Ouattara qui est passé un 3e mandat au forcing. Et c'est une CEDEAO. Mais sauf que pour certains, on a comme l'impression que le 3e mandat de Ouattara passe plus des yeux de la CEDEAO plutôt que celui de Alpha Condé. Si ça passe plus aux yeux, je ne vois pas la différence parce que vous regardez, c'est vrai qu'avec le cas Condé, la CEDEAO au départ, avec beaucoup d'autres observateurs, était très je dirais même pas craintif, était dubitatif au regard de la façon dont la liste électorale elle-même était composée et les problèmes qu'il y avait à l'intérieur. Ça a été élagué et puis bon, ils sont passés à des élections avec tout ce qu'on connaît. Et bon, la CEDEAO est venue constater, elle a vu qu'il n'y avait pas eu grand problème, donc c'est un monsieur qui a été élu selon les règles de l'art, selon les observateurs de la CEDEAO. Pareil en Côte d'Ivoire. Ils sont venus, ils ont eu leur mission, ils ont tenté de mettre les protagonistes sur une même table, ce qui n'a pas pu prospérer. Mais il y a eu des élections, ils sont allés, ils ont constaté, malgré qu'il y ait des instituts comme le NDI, dont les représentants ont dénoncé certains éléments concernant cette élection. Il y en a d'autres qui ont parlé d'élections non inclusives. Il y a Indigo qui a aussi fait son rapport. Mais la CEDEAO a été claire, il y a pas eu d'éléments majeurs qui feraient qu'on douterait de la crédibilité de ces élections-là. Donc quand vous êtes dans la logique, quand vous êtes logique avec vous-même, étant donné que vous avez reconnu que le processus s'est bien passé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Guinée,
je pense que vous félicitez ceux qui ont été élus, c'est la démarche. Maintenant, la formule et le temps mis, on comprend aussi que c'est une institution qui doit être mal à l'aise, parce que la façon dont les choses se sont déroulées en Côte d'Ivoire, comme en Guinée, c'est pas la meilleure façon, c'est pas ce qu'on veut pour les pays de notre continent. Et ça, c'est un autre débat. Maintenant, on peut revenir sur la question de la sincérité au sein de cette institution-là. Lorsque on a la question des troisième mandats qui sont chrysogènes et qu'ils refusent d'en parler, ou bien qu'on refuse de placer ça sur la table et puis de trancher une bonne fois pour tout, même si il est la question pour ce qui est de chacun des pays, de la non-ingérence et de la souveraineté. Mais je crois qu'on est arrivé à un moment donné où on a un problème qui est transversal à nos pays et où nos chefs d'État qui s'asseyent et qui parlent développement et qui parlent de casser les barrières à la base et qu'on est un genre de même peuple, qu'on est celui qui est ivoirien, burkinabé, sénégalais, puisse aller faire des affaires ici, revenir ici, vivre ici ou faire ceci. Quand on est dans cette liberté comment dire cela, de déplacement, liberté d'investissement, liberté d'être là où vous voulez, ça veut dire que vous commencez à avoir des vases communicants et donc la instabilité ici est instabilité ailleurs. Et donc ça mérite qu'à un moment donné on pose les débats et qu'on discute. Mais il y a un manque de franchise sur ce sujet-là, parce que ceux qui devraient discuter de cela sont toutes autant qu'elles sont enclines à ne pas quitter le pouvoir. Ces personnes-là, elles veulent bien rester. Et à chaque fois quand on en arrive vers la fin, on ne sait pas, vous allez partir, vous n'allez pas partir, vous allez partir, vous n'allez pas partir. Condé, les gens diront qu'il a eu le courage de venir changer les choses pour faire son troisième mandat. Vous prenez le cas d'Alassane. Bon, les gens sont restés dans la question de quoi? De la question d'interprétation de texte. C'est le débat qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il ne devrait pas faire un troisième mandat parce que la Constitution ne lui permet pas. Condé, lui, il a bouclé ça. Hein. Il a bouclé ça dans les règles de l'art. D'accord, on reviendra certainement sur le débat sur les conséquences de cette sortie de la CEDEAO, mais Bernard, un autre fait, parce qu'au moment où la CEDEAO félicitait les deux présidents élus, Ouattara et Condé, il y a un autre président qui, lui, s'en démarque carrément, c'est le président Umaro Sissoko Embalo, donc qui, de retour aussi d'un voyage officiel en Mauritanie, la presse lui a posé la question s'il devrait féliciter justement, il a dit qu'il n'avait pas à féliciter le président Condé spécialement parce qu'il n'a pas aimé la manière dont les élections se sont déroulées dans ce pays-là. Alors, lui qui s'était illustré également contre la question du troisième mandat, où il avait estimé que ce sont aussi des coups d'État, est-il constant avec lui-même? Oui, il est constant avec lui-même. Et donc, on ne pouvait pas avoir avec lui également un son de cloche contraire. Parce qu'il est constant, il a été clair. Les questions du troisième mandat sont aussi des coups d'État dont il faut les traiter comme tels. Donc il reste droit dans ses bottes. Il ne faut pas oublier aussi que lui, il est une figure de la nouvelle génération. Et donc il pense aussi que la CEDEAO doit effectivement être profondément réformée pour être en phase avec les aspirations des peuples. Figurez-vous que lors du dernier sommet, il avait estimé, lui voulait d'ailleurs qu'on donne la présidence de la CEDEAO à Mahamadou Issoufou, qui devait d'ailleurs, selon lui, conserver, continuer, parce qu'il n'est pas concerné par un quelconque troisième mandat. Mais finalement, c'est le Ghanéen qui a pris les rênes de la CEDEAO, et beaucoup espéraient qu'avec le Ghana, qui est aussi un exemple en termes d'alternance, donc en termes de démocratie sur le continent, les lignes allaient bouger au niveau de la CEDEAO. Mais non, les lignes n'ont pas bougé parce que la réalité aussi, il y a ces autres connexions et ces réalités terrain que peut-être les uns et les autres n'ont pas pris en compte dans leur égard. Mais en même temps, lui aussi, je dis bien, il est dans sa logique, effectivement, de ne pas le reconnaître, parce que ces messieurs aussi ont combattu des troisièmes mandats. Donc ces messieurs aussi ont combattu des longs règnes. Donc ces messieurs également ont eu le soutien à un moment donné où ils étaient dans un combat contre des présidents inamovibles ou contre des systèmes qui ont été érigés pour faire barrage, que ce soit Alassane Ouattara ou que ce soit Alpha Condé. Donc aujourd'hui, que ces mêmes personnalités devenues présidents sont en train de faire la même chose que ce qui leur arrivait, effectivement, c'est dans l'ordre de l'impensable, sauf qu'on est effectivement en politique. Donc, ici, ce n'est pas une affaire de CEDEAO. Ce n'est pas une affaire de tel président qui est d'accord ou qui n'est pas d'accord. C'est d'abord des populations
qui doivent s'assumer. C'est d'abord ça. Si vous allez attendre un organisme, vous allez attendre longtemps. Parce qu'au haut niveau, il y a des enjeux qu'un chef d'État va regarder d'abord avant de se décider. La Guinée, le Mali et le Burkina, tous réunis en termes de compatriotes en Côte d'Ivoire, c'est combien d'habitants? C'est combien de compatriotes qu'ils ont? C'est beaucoup. Ils sont très nombreux. Ces personnes burkinabées, guinéennes et maliennes qui sont en Côte d'Ivoire. Deuxième niveau, au niveau de la BCEAO, Geoffroy l'a dit, la Côte d'Ivoire c'est 40% de la masse monétaire. C'est un gros morceau. Et sur le plan politique, quand vous devez dire non aussi à ce pays, vous devez savoir sur quoi vous vous appuyez. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'allez pas oser aller faire sur certaines lignes. Rappelons-nous que, et demandons-nous à savoir comment est-ce que le mandat de Guillaume Soro, nous avons rétropédalé. Comment Alassane a mis la pression et par où il a tapé le Burkina pour que les autorités reculent. Parfois, du dehors, ce n'est pas évident qu'on ait la même lecture. Alors qu'à l'intérieur, il y a d'autres enjeux qui sont pris en compte. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que les présidents ne regardent pas toutes ces considérations avant de décider? Et je ramène ma conviction, il appartient aux populations d'abord de s'assumer. Les Sénégalais se sont assumés autrement et Wade a été battu à plate couture dans les urnes malgré son entêtement face à Macky Sall. Le travail de la société civile et de la classe politique sénégalaise. Au Burkina, c'est la rue qui a fait que Blaise Compaoré a reculé, a laissé son fauteuil et puis on est passé à autre chose. C'est aussi la pression de la société civile burkinabé, de la rue burkinabé, qui a fait que le coup d'État qui avait été consommé, gouvernement dissous, un nouvel organe de transition appelé CND installé, Gilbert Diendéré proclamé président, qui a reçu les délégations officielles à l'aéroport, c'est-à-dire c'était déjà consommé, mais c'est cette détermination qui a fait que ça n'a pas marché. Parce que cette même CEDEAO avait offert à sa façon sa médiation et à sa façon de comment est-ce qu'on devait régler cette crise-là. Une bonne nouvelle annoncée par Yahi Boni, finalement qui n'est pas venu. Un sommet de la CEDEAO qui avait été programmé spécialement pour le Burkina. Et comme les uns et les autres ont su l'issue des résultats, dans quelle direction la CEDEAO allait aller par rapport au putsch qui avait eu lieu au Burkina, nos autorités politiques, les organisations de la société civile ont aussi mis en branle leur réseau au niveau de la sous-région pour faire plier et ne pas reconnaître effectivement les putschistes et ne pas accepter de négocier sur quoi que ce soit. J'ai dit la suite, on la connaît. La stratégie était imparfaite, il y a eu des pertes en vies humaines, mais les populations se sont assumées. Si vous allez attendre une quelconque instance internationale, un quelconque président qui l'aide la poigne ou qui n'est pas de la poigne pour venir, ce n'est vraiment pas évident. Donc il y a aussi la responsabilité des Ivoiriens dans cette affaire-là. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a un dilemme en Côte d'Ivoire. Les choses ont eu le temps de se tasser. C'est ça aussi la réalité. Une désobéissance civile qui a eu de la peine à avoir un contenu. À l'annonce de la campagne, on commence à voir le contenu de cette désobéissance civile qui a effectivement bouillonné pendant la période, les derniers moments de la campagne et des élections. Et quelques temps après les élections, c'est vrai qu'hier en bateau, il y a eu ce qui s'est passé, on déplore. Mais après, des opposants qui sont dispersés, qui n'arrivent plus à s'asseoir pour se parler et penser stratégie. Donc, en même temps, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de contenir Alassane dans sa lancée? C'est la grande question que je me pose. Est-ce qu'il ne faut pas penser à autre chose? Mais la réponse à cette question appartient aux Ivoiriens et aux Ivoiriens seuls. Ce n'est ni la CEDEAO, ni un chef d'État quelconque. Est-ce que cette félicitation d'ailleurs de la CEDEAO ne clôt pas le débat des contestations en Côte d'Ivoire? Mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. N'oublions pas qu'avant la sortie de la CEDEAO, Alassane Ouattara a reçu les lettres de créance et installé les nouveaux ambassadeurs, des nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, parmi lesquels l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de l'Allemagne, qui sont aussi des gens qui disent regarder de près les questions de démocratie, de trans. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tempéré, reporté les échéances, ne serait-ce que reporter, avant de voir clair dans le jeu, la présentation des lettres de créance
de leurs ambassades, des ambassadeurs. Non, mais Alassane les a reçus et les a installés. C'est aussi un signe que les choses étaient en train d'être pliées dans un autre sens, qu'on le veuille ou pas. Et la CEDEAO qui vient avec également un autre son pour enfoncer ce clou-là. Alors, tous ceux qui vont se lever maintenant en contradicteur doivent faire une preuve de rapport de force suffisamment au-delà de ce que nous voyons. Sinon, ça va être très difficile. On aura encore des pertes en vies humaines qui ne vont pas faire bouger véritablement les lignes. Et je ne pense pas qu'à ce stade-là, on ait encore besoin de ça pour une Côte d'Ivoire qui vient de loin et des populations aussi qui ont peur et qui vivent, qui ont besoin aussi qu'il y ait de la stabilité, de la paix pour pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis des factures d'électricité et d'eau, et c'est ce qu'ils disent. D'accord. Geoffroy, on rappelle tout de même qu'on ne fait pas ici le débat de ce conflit interne, la crise électorale qui a précédé donc ces deux élections en Côte d'Ivoire et en Guinée, mais ici on parle ici de la sortie de la CEDEAO parce que là où aussi on convient de dire que là où ces deux pays ont en commun, c'est que c'est une question de troisième mandat avec des présidents sortants qui sont élus sur un fond de contestation électorale. Est-ce que là, cette félicitation, cette validation par la CEDEAO n'ouvre pas la boîte à Pandore pour certains présidents qui pourraient justement nourrir des ambitions? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a que les peuples doivent s'assumer, mais on s'assume face à quelqu'un. Et imaginons un seul instant que la CEDEAO et ses observateurs aient dit, que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire, fait le constat de ce que les élections n'aient rien respecté en matière de transparence, de caractère inclusif et autre chose. Et qu'aujourd'hui, on ait Condé et Alassane qui soient désavoués par leur père du même espace. Vous pensez que la réalité allait être la même? Elle n'allait pas être la même. Ça, disons-le tout net, disons-le franchement. Mais c'est un syndicat de chefs d'État. C'est des gens qui ne pensent d'abord qu'à leurs intérêts. Parce qu'ils sont convaincus que ce qui arrive à Alassane, ce qui arrive à Condé, et c'est même pas si, parce qu'ils ont tous aussi cette envie de durer, lorsque arrivera mon heure, et lorsque je voudrais quelques changements, c'est sûr que si c'est rentré dans la tête et c'est accepté, ça va passer. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. Est-ce que l'appellation syndicat n'est pas usitée maintenant? Parce qu'il y a à l'intérieur de la CEDEAO ou même de l'Union africaine des présidents qui n'ont plus des défis de troisième mandat parce que clairement les constitutions ne les permettent plus, comme le cas du Burkina. Oui, mais le Ghanéen, il a dit clairement il va partir bientôt. Mais parce que le Ghana aussi, oui, le Ghana a son histoire. Mais ne comptez pas sur le président ghanéen pour dire à Alassane écoutez monsieur, il y a un problème. Sur la question du troisième mandat, moi j'ai un souci. C'est Mbalo qui lui, parce qu'il est d'une autre génération, et puis, bon, on ne sait pas s'il va changer aussi. Il a ce discours de vérité. Et il y a des bruits de couloir qu'on a entendus, nous, avec la visioconférence, lorsqu'il s'est agi de la question des troisième mandats, alors qu'on n'en était même pas à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Il a été clair. Il a dit que les questions de troisième mandat sont aussi chrysogènes. Et que derrière, il faut comprendre qu'il y a un genre de déstabilisation. Et là, c'est orchestré pas par quelqu'un d'autre. C'est celui-même qui est au pouvoir qui pose le problème. Quand vous prenez le cas de Condé, pendant que Condé, petit à petit, était en train d'asseoir sa dynamique, la question était, mais est-ce que c'est pas pour un troisième mandat? Il dit, je ne réponds pas à ça maintenant. Ça a été comme ça jusqu'à ce que les Guinéens se réveillent un matin, commencent à bander les muscles, puis se rendent compte que c'est fini. Le monsieur, il a ficelé son affaire. Vous prenez le cas de Alassane Ouattara, on va parler de Gon Coulibaly et tout. Je ne pense pas que son PDC, son RHDP, il en manquait des personnes qui ne pouvaient pas passer, même avec toute la machine qu'il a derrière. Ça, c'est nos réalités. Maintenant, on parle de nos peuples qui s'assument. On s'assume devant des dirigeants, je suis désolé. Vous prenez le cas du Burkina, Blaise Compaoré, il a été acculé, il est parti. Prenez le cas de l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a été acculé, il est parti. Il y a eu combien de morts avant? Est-ce que c'est la rue qui a fait partir Gbagbo? Non, il a été récupéré par une armée. Il a été récupéré là où il était parce qu'il y avait une guerre. Et le contexte n'est peut-être pas le même, mais il était dans son entendement celui qui avait gagné ces élections. Et il utilisait l'armée pour défendre ses intérêts-là.
Aujourd'hui, c'est Alassane qui se retrouve avec cette même armée. Maintenant, ceux qui parlent de transition, Conseil national de la transition, ou qui parlent de désobéissance civile, vous pensez que quel visage aura le mouvement de la rue si on se dit que c'est les Ivoiriens qui doivent s'assumer? C'est des morts qu'on va compter chaque jour, tout comme on est en train d'en compter maintenant. Et c'est des affrontements. Et le problème, c'est quoi? Qui glissent quelquefois en affrontement interethnique ou autre chose. C'est ce à quoi on est en train d'assister en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même ce matin encore, on en parlait. Combien de milliers d'Ivoiriens qui passent la frontière pour aller au Libéria? Mais ça, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Les autres, ils ont pris l'avion, ils sont partis. Vous avez vu, quelque temps avant les élections, comment l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, je ne sais pas si le nom a changé maintenant, a été bondé. C'est la réalité. Je crois que c'est la réalité aujourd'hui. Les Ivoiriens, ils ont peur. Ils ne sont plus de ce combat-là parce qu'ils ont vécu certaines choses. Mais c'est des bagages chiffonniers des gens d'une certaine génération pour qui, d'une façon ou d'une autre, ça sera eux ou ça ne se fera pas. Et je crois que la CEDEAO, et je reviens encore parce que c'est ça le sujet, on n'attendait pas autre chose de cette CEDEAO. Moi, je dis, on n'est pas surpris. Voilà pourquoi j'ai employé le terme syndicat. Ils ne sont pas assez honnêtes entre eux. Il n'y a pas assez de courageux pour se dire la vérité. Et puis, il y a les réalités qu'on est en train de voir. C'est qu'il y a quelqu'un qui... Il y a des chefs d'État qui ont des volontés de troisième mandat. Sûrement, parce que quand vous avez fait le troisième, ça veut dire que vous pouvez faire le quatrième. C'est à partir du quatrième maintenant qu'on réfléchit encore pour savoir est-ce que c'est possible ou c'est pas possible. Est-ce qu'on va permettre à ce que on ait des pays qui sombrent chaque 10 ans comme ça doit faire l'objet des débats. C'est vrai que petit à petit aussi, et ça c'est bien, on a certaines générations qui voient ça d'une nouvelle façon. Parce que n'oublions pas la question de globalisation dont nous parlons et tout, il y a des valeurs parce que nos générations s'imbibent de ce qui se passe ailleurs, Internet et tout, c'est des valeurs que beaucoup partagent. Mais le problème, c'est qu'on a une jeunesse aussi qui n'est pas forcément ancrée dans l'engagement politique. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas au changement par les urnes ou bien par leur implication sur le plan politique dans des partis ou des choses comme ça. Mais quand vient l'heure de ne plus accepter quelque chose, vous allez les voir dans la rue. Je pense qu'au Burkina, c'est ce qui s'est passé. Quand on a regardé le visage qui était dans la rue, c'était un visage bien jeune. Parce que c'est des gens, ils ne vont pas voter, c'est vrai. Mais il y a des choses, ils se réveillent le matin, ils se disent c'est bon. Ils se sentent concernés tout de même. Ils se sentent concernés tout de même. Mais il ne faudrait pas que ce soit ce type d'expression-là qui mette fin. Il faudrait d'une façon structurelle, on pense comment est-ce qu'on arrive à asseoir des règles qu'on respecte. J'ai dit encore, le cas de la Guinée il est différent. Condé, lui, il a plié son affaire en changeant un certain nombre d'éléments. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est une affaire d'interprétation des textes. Donc le tout n'est même pas d'avoir des textes. Peut-être que vos textes disent qu'il y a 2 mandats et tu t'en vas. Mais il y a l'interprétation qui peut permettre aussi à quelqu'un de rester. Donc on n'est toujours pas sorti de l'auberge parce que c'est l'homme qui écrit les textes et c'est l'homme qui en fait son interprétation et c'est l'homme qui se dit ça c'est légal, ça l'est pas. Donc on est dans une situation qui est difficile. Et donc Bernard, visiblement on a affaire à une CEDEAO qui déçoit de plus en plus les citoyens sur le continent. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ceux qui parlent d'aujourd'hui de CEDEAO des peuples qu'il faut instaurer désormais? Oui, c'est le vœu d'ailleurs. Même les chefs d'État le disent. Il faut passer de la CEDEAO des États, donc des chefs d'État, à la CEDEAO des peuples. Et donc là, effectivement, sur le plan de terrain, il y a beaucoup de choses difficiles. Vous franchissez la frontière, si vous n'êtes pas citoyen de tel ou tel pays, vous allez être traité différemment. Il faut cracher dans le bassinet et vous continuez. Quand vous dites que vous allez parler, vous dites que quand nos compatriotes viennent chez vous, vous faites ça aussi. Donc nous aussi, on va vous le faire. Donc on n'est pas encore au niveau des peuples. Alors qu'au niveau des peuples, il n'y a pas de problème. Des Ivoiriens se sont mariés à des Sénégalais se sont mariés à des Burkinabés, des Nigériens se sont mariés à des Guinéens. Ils vivent même pas parfois sur leur territoire d'origine. Il y a des Nigériens qui ont épousé des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, vous allez trouver pareil. Donc, au niveau des populations, il n'y a même pas de problème. Il y a cette complicité, les populations sont sérieusement imbriquées. Donc, sur le plan également des valeurs culturelles, au niveau des frontières, c'est presque pareil. Vous regardez la frontière ivoirienne, la frontière malienne, la frontière
nigérienne avec le Burkina, ils partagent à peu près les mêmes, c'est les mêmes traits culturels. C'est des familles d'ailleurs qui ont été séparées par une ligne de démarcation appelée frontière, avec effectivement les frontières qui ont été imposées par la colonisation. Donc au niveau population, c'est les mêmes pratiques culturelles, c'est les mêmes rituels. Ils sacrifient d'ailleurs aux mêmes idoles. Donc ça dit que sur le plan basique, il n'y a pas de problème. Des gens ont accepté prêter leur terre, d'autres ont accepté faire ceci, il y en a qui ont été accueillis et tout. Donc il n'y a pas de problème. Pendant qu'on y parle, à Léo, il y a une famille Bété qui est installée depuis des lustres. Il y a des membres de la famille qui n'arrivent même pas à se repérer à Gagnoa, mais qui sont originaires de Gagnoa en Côte d'Ivoire, mais qui sont au Burkina depuis des lustres. Mais il y a cette réalité-là. Donc, comment est-ce qu'on quitte les questions classiques, État, commission de la CEDEAO, pour venir effectivement pour rentrer dans cette affaire de CEDEAO des peuples? Là, il y a un travail à faire sur le plan des barrières commerciales, des limites commerciales, des pièces d'identité, tout. Vous savez qu'il fut un temps où quand vous prenez la CNIB, vous débarquez à l'aéroport d'Abidjan, vous refoulez, on disait non, c'était pas permis, il faut forcément le passeport. Le Burkina a voulu appliquer le principe de la réciprocité et puis finalement la Côte d'Ivoire a laissé tomber. Donc ça dit que même déjà à l'intérieur des États, il y a ces règlements-là qui sont également posés, qui parfois vous n'arrivez pas effectivement à comprendre. Et quand vous arrivez dans les aéroports, on met quoi? Autres citoyens de la CEDEAO. Dans tous les aéroports de l'Afrique de l'Ouest, vous arrivez, il y a les citoyens, les nationaux, mais il y a un couloir, on dit les autres citoyens de la CEDEAO. Pourquoi? Alors que nous sommes tous citoyens de la CEDEAO. Il y avait la carte d'identité, la carte de la CEDEAO. Il y avait un passeport CEDEAO qui est d'ailleurs toujours en cours de validité, mais bon, que les uns et les autres refusent à cause des problèmes sécuritaires, parce que elle n'est pas biométrique, et il paraîtrait que ceux qui ont tapé à Grand Bassam ont utilisé effectivement ce passeport de la CEDEAO. Personnellement, je l'ai utilisé à un moment donné. Mais ce passeport de la CEDEAO n'a pas pu faire l'unanimité même entre les États, compte tenu de sa qualité et du fait que chacun tient effectivement pour le moment à sa carte. Donc on veut passer à une carte de la CEDEAO uniformisée sur le plan des identités. Maintenant, ça va demander également un travail de croisement de l'État, des différents États civils. C'est un autre niveau de travail. Mais on n'est même pas encore également à ce niveau-là encore. Donc, vivement cette CEDEAO des peuples, jusqu'à présent, elle peine effectivement à prendre. Il y a de bonnes intentions. La monnaie commune, c'est depuis 1980 combien qu'on en parle. On n'est même pas encore arrivé. Dans l'espace UEMOA, on a la BCEAO. Même les pays qui partagent la BCEAO ne sont même pas encore arrivés d'abord à cette monnaie. Et comme on appelle ça, les francophones, je veux dire, la Guinée n'est pas membre de la BCEAO. Donc, il y a quelques États qui sont ensemble au niveau de la BCEAO, qui partagent une monnaie avec des réalités différentes, mais par rapport à la monnaie commune également, qui ont un regard différent. Donc, sur ces aspects, sur le plan de la monnaie, je me suis trompé, on partage le CFA en commun avec d'autres États. Mais maintenant, pour aller à un autre niveau, vous voyez que ça piétine avec les anglophones et tout. Donc, il y a cette CEDEAO-là, des peuples qui n'est pas encore arrivé à être effective. Et là, je comprends ceux qui appellent vivement de leur vœu une CEDEAO des peuples. Mais maintenant, sur le plan politique, est-ce que des Burkinabés peuvent dire, comme nos frères ivoiriens sont contre un troisième mandat, nous allons aller soutenir? Ça, c'est un autre niveau d'application. Ça, c'est un autre niveau d'échelle. Hein. Ah oui, c'est une équation difficile. C'est une équation difficile, effectivement, à répondre. C'est une équation difficile à répondre. C'est pourquoi j'ai dit, en la matière, il y a deux façons de s'assumer. Soit comme au Burkina par la rue, ou au Sénégal par les urnes. Mais en Côte d'Ivoire, l'opposition dit qu'il faut boycotter les élections, il ne faut pas aller. Parce que quoi, est-ce qu'elle savait qu'elle allait être battue, ou elle pensait que, ou elle se dit, c'est déjà joué d'avance, Alassane contrôle le Conseil constitutionnel, contrôle la CEI, donc même si nous allons perdre, donc on boycotte. Alors qu'au Sénégal, comme ils ont vu venir Wade, ils se sont préparés autrement pour battre Wade dans les urnes. Peut-être que l'opposition ivoirienne y a pensé très en retard. Parce que les Gors ne se sont pas fait enrôler pour avoir la carte pour aller voter. Ceux du PDCI fatigués, ceux des Bédiers, n'ont pas d'engouement pour les urnes. Il reste qu'il y a un boulevard pour Alassane Ouattara. Donc cette réalité-là aussi. Maintenant, une CEDEAO des peuples, oui. Mais jusqu'à quelle limite, à quelle proportion les citoyens pourront outrepasser les frontières pour dire, comme c'est une CEDEAO des peuples, nous allons nous engager dans le combat politique aussi à vos côtés.
Ça, c'est vraiment une équation, effectivement, à résoudre. Geoffroy, est-ce que la CEDEAO des peuples, c'est une vue de l'esprit ou bien c'est une chose qui peut se réaliser pour que dans de telles situations, on sente véritablement l'implication des peuples dans les règlements de ce type de situation? Moi, je pense que souvent, nos problèmes, c'est que la tête a du mal à aller au rythme de la base. C'est-à-dire que la base, elle est très avancée. Et c'est après que la tête essaie de mettre du contenu pour encadrer plus ou moins le contexte actuel. Vous prenez la question de la circulation, vous voyez que c'est de façon naturelle que les gens vont et viennent. Mais pourquoi? Parce que ça c'est des exigences humaines. Ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, du point de vue économique, des affaires que nous menons et tout, il y a des alternatives que vous avez ici et là, et donc vous êtes porté à aller faire affaire, ou vous êtes porté à aller voir, et quelquefois même c'est la simple curiosité. Mais regardez, c'est ce que nous appelons État et ses règles qui font barrière. Quand on parle de tracasserie et tout, ce que vous avez, c'est des agents. C'est vous et moi. Mais derrière, c'est une organisation et derrière, c'est l'État. Mais quand vous prenez les peuples, ils se parlent, il n'y a pas de grand problème en tant que tel. Il y a des déplacements, il y a des brassages qui se font chaque jour. Et nous avons, et je pense que pour ce qui est de notre espace, CEDEAO, nous avons quelque chose que beaucoup d'autres espaces n'ont pas forcément. C'est que il y a... Vous regardez ces peuples-là, il y a un brassage, je ne vais pas revenir sur ce que Bernard disait tout à l'heure, qui s'est fait naturellement, qui fait que d'un espace à un autre, quelquefois, c'est la limitation géographique, parce que ça c'est historique aussi, sinon vous retrouvez des ethnies ici et des ethnies là. La même ethnie ici et là, je veux dire. Et bien, vous retrouvez des filiations où vous voyez que il y a un lien qui est naturel, qui s'est créé au fil du temps ou qui a existé tout le temps. Maintenant, le problème c'est que les tests qui vont accompagner pour que cet espace-là ait un genre de monnaie commune, ait une véritable libre circulation et tout, vous les prenez, mais sur le terrain, c'est pas respecté. Mais c'est pas seulement sur ces chapitres-là. On parle politique aujourd'hui. Et vous verrez que, et ce que Bernard disait, c'est très important. Au regard de ce que vous ayez des frères, quelque part, vous êtes même prudent d'aborder la question politique. Parce que lorsque surviennent des clivages, c'est souvent celui qui est d'ailleurs qui prend les pots cassés en premier. Donc vous êtes prudent. Et c'est-à-dire que le vécu quotidien, comment dire cela, la complicité que vous aviez, c'est comme si ça disparaît d'un coup et d'un trait. On oublie l'histoire, on oublie ce qui nous a unis, et là, vous venez maintenant d'ailleurs. Et ça on l'a vu. Et donc ça fait que pour beaucoup, on est prudent sur certains sujets. Parler de la CEDEAO des peuples, je pense que ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est un quotidien. Maintenant, ça doit être aussi encadré avec des tests. Parce qu'on se lève ici, on va là, mais il faudrait aussi que, du point de vue de nos textes et tout, il y ait des choses qui le permettent et qui accompagnent. Mais c'est là où, souvent, dans les faits, ça peine. Il parlait du passeport. Le passeport, on l'a tous annoncé. Beaucoup se disaient, même à un moment donné, c'est sûr que nos passeports pays, on ne va plus les avoir parce que le passeport CEDEAO, ce sera beaucoup plus important même d'ailleurs. Mais c'est devenu quoi aujourd'hui? Il y en a beaucoup comme ça qu'on pourrait citer. Mais ça, c'est notre réalité. On est beaucoup plus dans le feu de paille, ça monte et puis après, il n'y a pas grand-chose. Mais ça doit aller avec la sincérité de ceux qui nous dirigent. Sinon, les peuples, ils sont dans cette dynamique-là depuis. Maintenant, il faut avoir des dirigeants qui soient assez forts, qui commencent à penser pour tout l'espace. Et notamment, même sur le plan politique, qu'ils puissent se dire certaines vérités. Et qu'on ait souvent un avis de CEDEAO qui soit sincère et critique, qui permette souvent aussi de mettre certains de leurs mal à l'aise s'il y a problème, ou bien de leur dire attention, parce qu'il ne faudrait pas seulement attendre lorsque l'élection est passée pour venir tenter de jouer les sauveteurs. C'est pas le pompier après que tout soit brûlé, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut, lorsque vous voyez que l'un des vôtres est en train de prendre un chemin qui n'est pas bien, qui risque d'être susceptible de créer des crises sur lui, que vous puissiez en parler et que les vérités soient dites, comme Ambalo l'a fait. Troisième mandat égale trouble. Coup d'État. Il a comparé à un coup d'État. S'il y a une vérité qui s'est dit comme ça, ça va mettre chacun mal à l'aise. Mais si, lorsqu'on parle de troisième mandat, j'imagine que chacun regarde à gauche, chacun regarde à droite, personne ne veut se regarder dans les yeux, ça va donner ce qu'on est en train de voir. D'accord. En attendant donc cette CEDEAO des peuples,
il faut retenir que la CEDEAO officielle, la CEDEAO des États, en tout cas validé ces 2 élections en Côte d'Ivoire avec cette félicitation du président Ouattara et Condé, donc les invitant à travailler davantage pour les intérêts des peuples concernés. On va maintenant parler de cette escalade militaire qui inquiète donc en Éthiopie. C'est dans la région du Tigré, le nord de l'Éthiopie, donc où le gouvernement a lancé des frappes contre les autorités régionales accusées d'avoir mené des attaques visant 2 bases militaires fédérales. Des accusations, il faut noter aussi, qui sont démenties par les intéressés qui estiment injustement visés par le pouvoir. Il faut aussi faire remarquer que c'est une tension qui est née depuis 2018 avec l'arrivée de l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed, donc qui, selon le Front de libération du peuple des Tigrés, travaille par tous les moyens à réduire l'influence des dirigeants tigréens en les écartant donc du gouvernement et en multipliant les procès en corruption. Un autre événement qui est survenu septembre dernier aussi, qui semble en tout cas durcir le bras de fer politique, c'est l'organisation d'élections par ce groupe, donc on va dire ce pays, cette région du Tigré, alors que pendant les consignes qui ont été données contre la pandémie de Covid-19, ils n'avaient pas d'autorisation donc à organiser ces élections-là. Et il faut aussi préciser que la Constitution accorde beaucoup d'autonomie aux régions et même la possibilité de faire sécession. C'est ce que nous apprenons donc de ce pays, l'Éthiopie. Quelle est l'appréciation qu'on en fait? Déjà, l'Union africaine a appelé à un cessez-le-feu. Bernard Bougouma, comment vous comprenez cette situation? Est-ce qu'on peut dire que c'est une question de gestion des rapports avec les régions, avec l'actuel Premier ministre éthiopien? Oui, en partie. En partie parce que c'est un peu dû également à ça, parce que l'administration du Tigré considère les réformes de Abiy comme une tentative de construire un système de gouvernement unitaire détruisant le dispositif fédéral actuel. Donc sur le plan de la vision déjà, il y a des antagonismes, ils ne s'entendent pas. L'autre aspect, c'est comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est le fait d'avoir expurgé le gouvernement des cadres de Tigré. Celui qui s'occupe d'ailleurs des renseignements, et il y est, il a échappé à l'arrestation, il a fui et effectivement pour aller prendre ses quartiers là-bas. Donc il y a cette réalité-là. Donc pour eux, sur fond de lutte contre la corruption, donc d'arrestation et de jugement, c'est une purge des cadres du Tigré. Et donc ils ne vont pas effectivement se laisser faire, et ils ont même dit ils sont prêts à se battre, ils ont une armée prête à se battre, et là-bas ça va être un cimetière de martyrs et non ils ne vont pas replier. Donc c'est sur le plan de la conduite des choses qu'ils n'arrivent effectivement pas à se comprendre. Donc comment est-ce que ça va se gérer? Et même ce Premier ministre qui avait eu le prix de Nobel de la paix en 2019, oui, pour ceux de Tigré, leurs intérêts ont été effectivement négligés par le Premier ministre. Et donc, il y a un rapport, un bras de fer qui est en train effectivement de s'installer, et le Premier ministre estime que il faut aller, donc l'État fédéral a été agressé dès lors qu'il y a eu l'attaque de la base armée, de la base militaire fédérale, et qui a fait des martyrs et de nombreux blessés. Les choses ne doivent pas rester impunées. Donc comment est-ce que ce bras de fer va y aller? On n'a plus effectivement assez de temps, mais bon, c'est sur ces questions-là. Mais c'est aussi des vieux partenaires aussi qui se connaissent, quoi. Donc comment est-ce qu'on va évoluer? Là, on attend de voir la suite, quoi. Voilà. Geoffroy Baha, l'Éthiopie a le preuve donc de l'union, de l'unicité donc de ces régions. Un problème de management, un problème forcément, une volonté de sécession. Comment vous voyez cette situation-là? Bon, je crois aussi que dedans il faut voir que vous prenez le côté Tigré, c'est des gens qui ont animé la scène politique éthiopienne pendant près de 30 ans. Depuis 2018, on a quelqu'un qui vient habiller en peu de temps. Vous voyez qu'il est fait prix Nobel avec les avancées qu'il a pu obtenir, notamment avec le voisin érythréen et tout. Donc il est venu faire de l'ombrage. Et je pense qu'au niveau de Tigré, il y avait des élections qui devaient y avoir, je pense, août ou plus tard. Et ces élections n'ont pas eu lieu, mais le pouvoir fédéral a décidé de prolonger les mandats. Eux ont décidé en septembre d'organiser des élections. Donc on se retrouve avec un genre de bicéphalisme. Et donc ça pose problème. Donc vous avez des autorités qui ne se reconnaissent pas. Et il y a des autorités fédérales qui veulent faire appliquer la loi de la façon la plus dure qui soit. Mais je pense que depuis longtemps, il y a des travaux qui ont été menés, mais qui
demandait déjà de faire attention pour ce qui est du Tigré. Parce que si d'aventure ça va loin, ça peut ébranler même le pays. Parce qu'avec la guerre qu'il y a eu de 98 à 2000, Éthiopie-Érythrée, sur les questions de frontières, eh bien la partie Tigré est celle qui, après 2000, la fin de la guerre, a gardé le plus d'hommes militaires éthiopiens. On parle de plus de la moitié du personnel militaire et ils ont des dispositifs mécanisés qui est du côté de cette partie-là. Donc vous voyez que c'est pas rien. Donc quand vous détenez la force de feu, quand vous discutez, vous êtes un peu aussi fougueux. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et on se dit qu'ils ont la matière pour pouvoir répondre. Mais ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui. Si Abiy est parvenu, et c'est ce que je pense, avec ce qu'il y a eu avec l'Érythrée, à trouver des rapprochements, à trouver des moyens de se comprendre, alors que c'est un pays avec lequel ils étaient en guerre pendant longtemps, d'abord celle d'indépendance de 61 jusqu'à aux environs des années 98-2000 et tout. Mais si aujourd'hui ils sont parvenus à ce type de changement et de rapprochement, je pense qu'au sein même de l'Éthiopie et ces petits clivages-là, ils pourraient trouver un genre de juste milieu. Maintenant, on ne discute aussi qu'avec celui qui a l'oreille pour écouter. Et je crois aussi que c'est un Abiy qui est acculé et qui a envie de dire qu'à un moment donné, il faut que la récréation s'arrête. Mais on espère que pour l'Éthiopie, ça ne va pas imploser. Justement, merci à vous d'avoir apporté donc cet espoir qu'on n'ira pas dans une guerre civile entre civils donc de ce pays, l'Éthiopie. Merci à Ben Abouma également pour cette lecture. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.